Ce colloque, il a lieu dans deux cadres. Le cadre, à la fois, c'est le colloque final de mon projet à l'Institut universitaire de France, un projet qui était intitulé Synthétisme fin de siècle, littérature, art et théâtre entre culture de masse et avant-garde, donc où il s'agissait déjà d'observer les circulations comme ça d'images et de textes entre la grande presse, les petites revues, la presse satirique, etc., qui a duré 5 ans. Et entre le projet ANR Numa Presse, qui est dirigé par Marie-Ève Terranti. On va faire une petite minute de publicité, hein, puisque maintenant toute bonne vidéo sur YouTube commence par une minute de réclame intégrée à la narration, et rappeler l'existence du livre de notre collègue Roy Pinker. Donc Roy Pinker, qui est déjà responsable d'un livre sur l'affaire de l'enlèvement du bébé Lindbergh, Faire sensation, et qui a réattiré avec un livre sur les fake news et la virilité avant Internet. Et le sujet de ce livre, c'était justement de remettre en contexte dans le temps long les pratiques qu'on connaît aujourd'hui et qui sont celles qu'on identifie à la culture d'Internet, hein, les fake news, les mèmes, le piratage, etc. etc. Et ces pratiques, elles sont en fait, on s'est rendu compte que cette circulation d'images, de textes copiés-collés de manière virale, ils émergeaient en même temps que la grande presse. Ils n'avaient rien de nouveau à la fin du XXe siècle ou du début du XXIe siècle. Et la numérisation massive des objets culturels ont permis de les mettre à jour et de les étudier. Alors, c'est la même question, effectivement, qu'on va soulever dans ce colloque, à une époque qui est le tournant des 19e et des 20e siècles, qui voit une massification de la communication et la consolidation de véritables industries culturelles. On peut se poser cette question, est-ce que la Belle Époque a été virale? Alors, j'aimerais aborder très rapidement dans cette introduction deux points. La question de la métaphore virale, est-ce qu'on peut continuer à utiliser cette métaphore? Est-ce qu'elle est cohérente? Et la question de la construction de nouveaux corpus que nous inventons lorsque nous nous intéressons à ce genre d'objets. Alors, le premier point, donc la question de la culture virale, je partirais d'une image de Randall Munroe. Je ne sais pas si vous connaissez, qui est l'auteur du webcomics XKCD. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image à l'écran. Donc Randall Munroe, il a fait un petit dessin au moment du coronavirus dans lequel on voit très bien l'intrication entre les mécanismes de propagation des maladies et les mécanismes de diffusion de textes et d'images via les réseaux sociaux. On a ce personnage qui dit est-ce que tu as le fichier texte du génome du coronavirus? Tu peux me l'envoyer par mail? Pourquoi faire? On ne sait pas trop. Et après, on voit le personnage qui dit c'est trop long pour Twitter, mais j'arrive à le faire rentrer dans un message Facebook. Et c'est troublant que ton premier réflexe avec le génome du coronavirus, c'est de le partager en ligne. C'est bon, j'ai désinfecté mon téléphone avant l'envoi. Donc, on voit bien que les mécanismes de diffusion de la maladie et les mécanismes de diffusion de textes et d'images virales sont pensés dans l'imaginaire commun comme quelque chose d'identique. Tout le monde n'est pas d'accord avec cette analyse. Je pense en particulier à différentes critiques qui ont été faites justement au moment de la crise du coronavirus. En particulier, un article du New York Times qui est paru par exemple le 28 mars, sous la plume de Lee Segel, An actual virus sobers the goofy age of going viral, donc un vrai virus moderne, l'époque farfelue du devenir viral, qui s'appuie sur le texte de Sontag, Illness and Metaphor, Maladie et métaphore, pour s'attaquer justement aux comparaisons liées au cancer, puis au sida chez Sontag, et qui sont reprises ensuite pour parler d'autres phénomènes. Et Lee Segel, justement, critique l'utilisation du terme viral, qui implique la maladie et la mort, pour parler d'une forme de succès. Le succès qui fait qu'un texte ou une image connaît une diffusion instantanée et incontrôlée, et fascine pendant un moment une série de lecteurs. Alors il fait remonter la conception à un livre de Malcolm Gladwell qui s'appelle The Tipping Point, qui utilise justement l'image de la grippe espagnole, donc une autre épidémie, pour présenter le principe d'une contagion émotionnelle qui serait recherchée pour capter l'attention du public. Et en réalité, la métaphore de la propagation épidémique, évidemment, elle est déjà présente depuis très longtemps au XIXe siècle, lorsqu'on parle de fièvre, lorsqu'on parle de manie, que ce soit la cartomanie, l'affichomanie, la potichomanie, dont j'avais pu
étudié quelques aspects. La décoration de vase, qui était devenue une espèce de maladie mentale contagieuse pendant quelques mois, entre 1854 et 1855, était devenu un phénomène international. Même en Angleterre, on parlait de potichomania, pathologically treated by Dr. Punch. Et Gabriel Tarde, à la fin du XIXe siècle, est une grande figure justement de cette pensée de la propagation avec sa théorie de l'imitation sociale qui se répand comme un virus mental. Une théorie qui a été reprise, par exemple, et développée par Dan Sperber dans une version cognitiviste, dans ses théories dans Explaining Culture en 1996, lorsqu'il cherche à définir une épidémiologie des représentations. Alors pourquoi est-ce que ces métaphores ont un tel succès? Je voudrais retourner l'argument et faire l'hypothèse que, en réalité, ces phénomènes, la viralité, c'est d'abord un phénomène de communication sociale, et que c'est la maladie, en fait, qui est métaphoriquement virale. Une analyse rapide de ces phénomènes qu'on classe sous le terme de viralité montre qu'il s'agit avant tout de formes de communication dans des communautés ou des collectifs en devenir. Alors, deux exemples rapides. Le premier, celui des nurchis sur Facebook. Le terme qui vient de Skinner, en verlan, et qui désigne des groupes Facebook dédiés à des thématiques qui créent et qui collectent des mèmes sur Internet autour de ces thèmes. Donc ces groupes ont commencé à apparaître vers 2016 et ils démontrent le devenir communauté de cette pratique du partage viral. Il n'y a pas de partage sans collectif possible et pas de collectif sans le partage qui le renforce. Et je reviendrai sur ce point. Second exemple en creux, celui-là, c'est la manière dont le partage viral peut servir à reconstruire des communautés pour les surveiller et les contrôler. Alors là, c'est un exemple d'un message sur les comptes anarchistes ou contestataires au moment du mouvement Black Lives Matter, avec des avertissements concernant des stocks de briques qui sont laissés délibérément par la police aux abords des manifestations pour provoquer des incidents, pour provoquer des jets de briques et pouvoir justifier une intervention musclée. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce message, c'est la petite partie en bas à droite. Ne partagez pas ce message directement, copiez-coller la photo sur votre propre page pour que personne ne soit ciblé. La pratique du copier-coller viral passe par des outils techniques de partage, le retweet, les likes, etc., qui laissent une trace de la communauté, qui la rendent visible pour ceux qui voudraient l'étudier, comme pour ceux qui voudraient l'attaquer, en remontant le fil des partages. Et donc on voit que la viralité, c'est la marque d'un réseau social. Les forces de l'ordre peuvent remonter la chaîne pour construire des relations ou cibler des collectifs. Donc ce qu'on nomme viralité, en fait, c'est surtout une forme de collectif en devenir et des mécanismes qui donnent forme à ce qu'on peut appeler en définitive la société. Et si on analyse ces mécanismes, on se rend compte qu'un virus, le vrai virus, la maladie, peut être considéré tout simplement comme une autre forme de signe qui circule entre les hommes et qui rend visible aussi le collectif. Un virus, finalement, c'est avant tout un objet social qui est lié à nos interactions, ce qui a été particulièrement rendu visible lors du confinement, qui nous a fait prendre compte de la corrélation très forte entre les gestes sociaux les plus innocents et les méthodes de propagation du Covid. Donc le fait de se serrer la main, de faire la bise, de s'étreindre, de se parler face à face, ce sont des gestes sociaux et en même temps, ce sont les méthodes de propagation du virus. Donc les virus sont des objets produits d'une coévolution avec les êtres sociaux que sont les humains et les animaux ou les plantes. Ce sont des signes parmi des myriades de signes qui forment la communication sociale et qui ne se réduit pas au langage ni à l'espèce humaine. Donc finalement, la viralité désigne les phénomènes de circulation de signes produits de manière émergente entre des systèmes sans fonction préalable. Un virus ou un bout de texte, un dessin stylisé, ce sont des formes fragmentaires qui ont besoin d'un hôte et qui se diffusent en détournant des phénomènes, des mécanismes et des moyens de communication préexistants pour se reproduire. Alors, deuxième élément sur lequel je voulais revenir rapidement, c'était la question du corpus. Il y a un autre reversement à opérer, c'est sur la manière dont on conçoit les objets que nous étudions et la constitution de corpus. La numérisation massive et les outils de recherche dans d'énormes bases de documents comme Gallica ou Google Books ont transformé notre rapport aux objets culturels et on peut désormais repérer des occurrences, des répétitions, des circulations avec une facilité déconcertante. Et si on parle de viralité, comme par exemple dans le projet Viral Text de Ryan Cordell, qui repère les reproductions massives de textes dans la presse américaine du 19e siècle. Si on parle de viralité, c'est parce que nous voyons des phénomènes qui nous étaient voilés auparavant.
grâce à une forme d'industrialisation du regard. Mais il faut considérer que cette conscience des phénomènes de répétition, qui me semble constitutive de la viralité elle-même, la viralité n'a de sens que si elle est visible et repérable comme phénomène de masse, cette conscience, elle existait déjà au XIXe siècle. On peut, par exemple, penser au, au phénomène des serpents de mer, les récits qui reviennent sans cesse dans la presse du XIXe siècle de créatures monstrueuses repérées par des navires. Or, ce phénomène fait l'objet dans les journaux d'une mise en scène de la répétition par le repérage de la source de l'information, et il y a une monstration de la circulation des textes d'un journal à l'autre. Les journaux s'entrecitent, et on parle aussi des pratiques de lecture qui rapprochent ces textes. En fait, il y a le développement en même temps de pratiques de lecture qui sont attentives justement à la reprise, et des pratiques de lecture qu'on peut voir systématisées, par exemple, dans les entreprises comme celle de John Grant Carteret, qui produisent des ouvrages qui collectionnent les images de presse sur un même sujet, qui mettent en lumière les phénomènes de viralité, un phénomène qu'on peut voir aussi dans l'industrialisation de ce type de lecture à travers les agences de coupure de presse, par exemple, qui font manuellement ce que nos moteurs de recherche font automatiquement. Elles repèrent des reprises et des citations grâce à une armée de lectrices professionnelles du repérage d'objets similaires. Et donc le sens de l'objet viral est conditionné par cette monstration de l'affiliation ou par cette conscience de la reproduction. Le sens est dans le geste de rentrer dans une série et de faire corps. Donc dans ces pratiques, évidemment, lorsqu'on analyse les objets culturels avec ces outils-là, la notion de corpus tend à disparaître parce qu'il paraît illusoire de vouloir délimiter une liste d'œuvres fermée quand l'objet viral tire son intérêt de la capacité justement à sortir des cadres fermés pour essaimer partout. Donc nos lectures par ce prisme tendent à créer des objets réticulaires, des corpus réticulaires et fragmentaires. On déconstruit les objets dans lesquels ont paru ces formes, on extrait des parties d'un journal, d'une revue, on extirpe des citations d'un livre, on sélectionne un détail d'un tableau, d'une estampe, pour construire un objet comme une espèce de monstre de Frankenstein. Et ce corpus en réseau doit nous inciter à abandonner l'idée même de considérer le phénomène viral comme une forme de reproduction ou de circulation d'un objet stable qu'il s'agirait de repérer. C'est le problème que rencontrent les analyses de la viralité qui sont fondées sur l'idée de reproduction ou de réplication. On pense en particulier à la mémétique qui a été fondée d'après les théories de Richard Dawkins, qu'il expose dans Le gène égoïste, et que Dan Sperber a d'ailleurs déjà critiqué. Ce qu'il a montré, c'est le caractère réducteur de penser ces objets comme des gènes qui se reproduiraient de manière identique d'un cerveau à l'autre, en passant par le texte ou une image, comme s'il s'agissait d'une simple opération de duplication. Et Sperber tente de dépasser ce problème en distinguant les objets dans le monde, qui sont des traces reproductibles avec plus ou moins de fidélité, ce qu'ils appellent les représentations publiques, et les pensées dans le cerveau, qui sont des représentations mentales. Et pour donc proposer une forme d'épidémiologie qui lie de manière indissoluble les objets de communication et les idées. Alors évidemment, le problème, c'est que sa conception de l'idée et de la réception des objets culturels reste très statique et très réductrice. Par exemple, il ne définit pas du tout le terme très problématique de représentation. Et si une théorie de la viralité peut voir le jour, elle doit effectivement considérer à la fois les traces matérielles et ce qu'on appellera très rapidement les idées, mais elle doit le faire dans un cadre qui rende possible leur interaction et qui rende compte de la complexité des processus de production et d'interprétation qui permettent cette forme de communication. Ça passe par l'abandon de l'idée d'objet fermé sur lui-même comme unité d'analyse, puisque les phénomènes de viralité montrent au contraire que tout se passe de manière écosystémique, collective, dynamique et traversante, si on peut dire. Les cadres éclatent lorsqu'on considère des détails qui se répètent d'une image à une autre, des réapparitions de modèles entre des genres ou des médias très différents. Et on peut convoquer une série de penseurs qui ont cherché à défaire justement l'objet comme unité de stabilité. On peut penser à la théorie de l'acteur réseau de Bruno Latour, on peut penser à la théorie des lignes de Tim Ingold dans Life of Lines. On peut penser aux théories sur la vie sociale des choses de Appadurai, où il montre qu'il faut penser l'objet non pas comme un état, mais comme une série de relations. On peut penser aussi aux travaux d'Yves Jeanneret qui vient de nous quitter et qui a mis au point une théorie de la trivialité qui analyse justement les mécanismes de communication comme une série de réappropriations et d'interprétations qui sont des phénomènes avant tout de création et non pas de propagation
ou de reproduction. Et un des cadres théoriques qui me paraît le plus prometteur pour penser la viralité, c'est celui de la sémiotique peircienne, telle qu'elle est repensée par divers auteurs, et en particulier dans la version qu'on donne Eduardo Kohn dans Comment pensent les forêts. Kohn part de la question de la sémiosis chez Peirce, puisque sa théorie sémiotique est fondée sur un modèle triadique avec un signe matériel qu'il appelle le représentamen, un objet de pensée et l'interprétant qui serait une relation entre le représentamen et l'objet. Or, l'interprétant lui-même, dans sa théorie, peut devenir un signe et être à son tour réinterprété. Et la sémiosis, c'est ce mouvement qui dynamise la communication et qui forme une chaîne d'interprétation qui crée de nouveaux signes qui peuvent à leur tour être réinterprétés dans une série sans fin. Kohn développe des idées déjà présentes chez Peirce, mais souvent ignorées, des conséquences de cette théorie. Selon la théorie peircienne, les phénomènes de signification ne se limitent pas en fait au langage, ni au règne humain. Toute forme de vie, parce qu'elle est perspectiviste, qu'elle porte un regard orienté sur le monde, produit des significations et voit des signes. Et donc cela crée les conditions d'une forme de sémiosis généralisée, c'est-à-dire d'une chaîne de communication entre humains et non humains. Et au-delà du règne animal, Kohn considère même la manière dont des régularités naturelles produites par des phénomènes émergents produisent des sortes de présignes ou de travail interprétatif non intentionnel. Donc nos objectifs devraient être par conséquent la chaîne de valeur produite par cette sémiosis, cette série de reprises, de réinterprétations, de recontextualisation de traces, de détails, de fragments, d'idées, qui sont davantage des nœuds ou des points de stabilité dans un phénomène dynamique que des objets en eux-mêmes et qui intègrent parmi ces objets des formes et des acteurs de nature et de statut très différentes. Alors on pourrait même aller un petit peu plus loin et voilà, j'essaierai de présenter très rapidement une dernière idée. Donc, je parlais tout à l'heure du problème des idées qu'on ne peut pas considérer comme des objets stables et reproductibles de cerveau en cerveau. Que sont en définitive les idées? Une des théories les plus intéressantes où se croisent la psychologie cognitive, l'étude des réseaux de neurones et le développement d'intelligence artificielle par le deep learning tend à considérer la perception et la production d'idées comme le résultat du traitement de stimuli par des réseaux de neurones complexes. Et les chercheurs ont modélisé depuis longtemps des microcircuits cérébraux, des configurations neuronales qui permettent la perception, des réseaux qu'on pourrait considérer justement comme le support physique de la sémiosis, une chaîne de signes ininterrompue dans laquelle le sens s'est produit de manière linéaire et temporelle. Et les réseaux neuronaux qu'on utilise en intelligence artificielle reproduisent ces mécanismes cognitifs. Le traitement complexe de l'information n'est que le produit d'une chaîne sémiotique dans laquelle chaque nœud interprète l'information et produit un nouveau signe, lui-même réinterprété avec des phénomènes de rétroaction jusqu'à la sortie finale. Ces réseaux sont en définitive des manières d'automatiser les tâches cognitives extrêmement complexes par la mise en série de micro-interprétations dans une forme d'industrialisation. Or, on pourrait justement considérer la viralité comme un phénomène de cognition collective émergent. C'est-à-dire que l'objet est interprété en chaîne, qu'il soit fragment de texte, détail graphique, posture, modèle même, et cet objet est moins important que la série justement dans laquelle il est prise, que l'ensemble du réseau qui produit cette série de signes. Et en fait, la série d'acteurs, de nœuds, de médias qui réinterprètent les signes qui se passent peuvent être considérés comme autant de filtres dans une forme de réseau cognitif collectif. Et la viralité, c'est d'abord ce réseau interprétatif collectif qui se produit lui-même à travers cette sémiosis. Donc les objets viraux sont des moments dans ce processus, ils n'ont d'intérêt que dans la mesure où ils reviennent dans la boucle, où ils redéfinissent les contours et les modalités de fonctionnement de ce système. Donc, en définitive, un objet viral n'existe jamais de manière singulière. Je veux dire par là non seulement qu'il s'agit d'une série de signes interprétés, ce n'est pas le même objet qui circule, c'est une série d'interprétations qui recrée à chaque fois de nouveaux objets, mais je veux surtout dire que le phénomène ne prend sens que s'il est répété, s'il y a de multiples fragments textuels ou graphiques qui font l'objet du même traitement collectif. Et chaque propagation d'un texte ou d'une image virale convoque une multitude d'acteurs humains et non humains, des algorithmes, un réseau matériel, etc., qui prend forme à travers cette propagation. Ils deviennent un collectif, ils deviennent un réseau, ils deviennent une communauté, et ce collectif n'a d'existence que lorsqu'il produit cette communication virale, et il ne peut exister que dans le temps, de manière dynamique, par la répétition,
par cette incessante production de chaînes interprétatives. Et donc chaque nouvelle communication virale renforce ou fait disparaître certains nœuds du réseau. C'est une organisation en devenir qui ne cesse de prendre forme et de se corriger par de nouvelles créations de chaînes sémiotiques. Et donc, voilà. Alors quel lien, en définitive, me direz-vous, avec la Belle Époque? La viralité désigne en définitive une forme de proto-système médiatique qui peut émerger dans des conditions sociales, techniques et matérielles très précises, qui autorisent justement une massification des échanges et des conditions qui sont celles, pour le dire très rapidement, de la modernité comme articulation de facteurs économiques, le capitalisme, technique, l'industrialisation, et politique, le libéralisme. C'est d'une certaine manière la forme moderne même de la communication. Et c'est dans ce sens qu'on peut dire d'une certaine manière que la Belle Époque ne peut être que virale.